Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 29 juin 2019. Je vais faire aujourd'hui toute seule le 146e SITREP, rapport de situation sur le Donbass. Je n'ai pas pu faire celui de la semaine dernière, puisque comme je l'avais indiqué, j'accompagnais un groupe de journalistes pendant 10 jours. Un groupe de journalistes qui travaillait justement sur le dossier du MH17. Je vais revenir dessus un petit peu plus loin dans le rapport de situation. Et cette semaine, c'est Tom qui n'est pas disponible, donc je ne voulais pas vous faire perdre 2 SITREP d'affilée. Donc j'ai décidé de faire le SITREP toute seule. Bon, c'est pas la première fois, je pense que vous serez pas trop déstabilisés. Comme on a raté une semaine, je vais revenir quand même un petit peu sur les chiffres de la semaine dernière et ceux du mois de juin en général, pour refaire un petit peu un point de l'évolution de la situation, puisque du 15 au 21 juin 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 99 reprises, donc c'était moins que la semaine d'avant, durant lesquelles elle avait tiré 208 obus d'artillerie de 122 mm, 386 obus de mortier de 120 et 82 mm, mais si on rajoutait toutes les autres munitions d'armes plus légères, on arrivait à 1265 munitions, donc on était toujours à un niveau un petit peu inférieur à la semaine précédente. Par contre, cette semaine-ci, du 22 au 28 juin 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 128 reprises, donc on est remonté. Elle a tiré 15 obus d'artillerie de 122 mm, 825 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on a multiplié le score de la semaine d'avant par 2, voire même plus que par 2. Si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, donc véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, systèmes de défense antiaérien, lance-grenades et armes légères, on arrive à un total de 2335 munitions. Donc là aussi on est presque le double de la semaine précédente, donc c'est pas du tout un très bon bilan. Ces tirs ont touché 10 localités de la République. Donc c'est moins que les semaines précédentes, mais en fait l'armée ukrainienne s'acharne sur des zones bien déterminées, principalement sur les zones résidentielles. Il faut y rajouter 28 violations et 591 munitions, dont 39 obus d'artillerie de 122 mm, 7 obus de chars d'assaut et 157 obus de mortier de 120 et 82 mm tirés par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures. Donc voilà, c'est pas bon du tout, ça se poursuit. Les tirs de cette semaine ont tué 6 soldats de la République populaire de Donetsk, en ont blessé 10. 6 civils ont été blessés, dont une jeune fille de 13 ans. Il faut rajouter 2 civils blessés durant les dernières 24 heures. 40 habitations endommagées cette semaine, plus 10 durant les dernières 24 heures. La semaine précédente, les tirs de l'armée ukrainienne avaient tué 2 soldats de la RPD et en avaient blessé 4, et il y avait eu 2 civils blessés aussi. Donc, comme on voit, le bilan est à l'avenant avec le nombre de bombardements. Les pertes de l'armée ukrainienne pour cette semaine sont de 8 morts et 64 blessés, dont 3 morts et 42 blessés dus aux tirs de réponse de la RPD. Le reste des pertes se dispatche de la façon suivante. 3 soldats ukrainiens se sont suicidés, 2 sont morts et 12 ont été blessés en marchant sur leur propre mine, et les autres blessés sont dus à des bizutages et des disputes entre soldats alcoolisés. Les habitations ne sont pas les seules touchées, puisque l'école numéro 103 située dans le district de Petrovski et une piscine située dans le même district ont aussi été touchées par les tirs de l'armée ukrainienne cette semaine. La station de pompage de Vassilievka a de nouveau été visée à plusieurs reprises avec tout type d'armes d'un calibre plus ou moins important, allant du missile anti-char jusqu'à la mitrailleuse. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de victimes parmi les employés de la station, mais enfin, ils ont passé pas mal de temps dans les abris anti-bombardement au lieu de pouvoir faire leur travail. Une ligne électrique a aussi été coupée hier dans le sud de la RPD, privant les villages de Leninskoye, Kominternovo et Sakhanka de courant. Et hier, l'armée ukrainienne a tiré au missile anti-char filoguidé sur une maison de retraite à Yassinovataya. Bon, heureusement sans faire de blessés, mais par contre la maison de retraite elle a méchamment pris. Donc ça c'est vraiment très mauvais. Cette semaine l'OSCE n'a pas pu faire son travail de détection de la présence d'armes lourdes près de la ligne de front côté ukrainien, puisque l'armée ukrainienne a utilisé de puissants équipements visant à perturber les signaux des drones. Et ce principalement d'ailleurs dans les zones d'où partent le gros des bombardements contre les zones civiles de la RPD, comme c'est bizarre. L'OSCE a enregistré ces perturbations et dans ses rapports quotidiens. Donc voilà, c'est pas une vue de l'esprit, l'Ukraine a des choses à cacher.
Puis bah, ils ont tellement de choses à cacher que l'armée ukrainienne empêche aussi les journalistes de faire leur travail, puisqu'avant-hier soir, bah, j'ai eu des collègues qui sont rendus à Alexandrovka, en périphérie sud-ouest de Donetsk, suite à des bombardements qui avaient touché la zone résidentielle. Donc ce sont des collègues de Newsfront, RIA Novosti et un des membres du service de presse de la milice populaire de la RPD. Donc ils étaient venus filmer les conséquences des bombardements et ils se sont retrouvés eux-mêmes pris sous de nouveaux bombardements de l'armée ukrainienne. Devant la proximité des tirs, les journalistes ont dû se réfugier avec les habitants dans une maison qui venait justement d'être endommagée l'après-midi même par des bombardements de l'armée ukrainienne. Les journalistes qui étaient sur place pensent que les tirs étaient délibérés, que le but c'était de les empêcher tout simplement de documenter ce qu'avait fait l'armée ukrainienne, les crimes de guerre. Heureusement, personne n'a été blessé. Et d'après la milice populaire, ces tirs venaient de la 24e brigade des forces armées ukrainiennes. Donc voilà, on continue joyeusement au rayon crimes de guerre et grand délire. Donc heureusement que mes collègues n'ont pas été blessés cette fois. Je rappelle qu'il y a 2 ans et demi en arrière, quand il y avait eu la grosse escalade des tensions en RPD début 2017, j'avais eu 2 collègues qui avaient été blessés lors de bombardements, alors qu'ils étaient justement en train de filmer les conséquences des bombardements de la veille. Donc c'est quelque chose de récurrent pour l'armée ukrainienne. Quand ils tirent pas sur les pompiers qui essayent d'éteindre les incendies, ils tirent sur les journalistes qui sont en train de filmer ce qu'ils ont fait. Et puis, comme on peut le voir, la tendance à l'aggravation amorcée fin mai se poursuit sans relâche. Depuis la visite de Zelensky sur la ligne de front fin mai, la situation continue de se dégrader. Malgré les jolies paroles du nouveau président ukrainien et de ses représentants à Minsk, aucun accord n'a permis d'établir un nouveau cessez-le-feu, ni de renforcer les mesures de contrôle de ce dernier. Donc les 2 dernières réunions à Minsk, ça a été relativement stérile. Ma crainte, clairement, c'est que la situation continue de s'aggraver, si aucun nouveau cessez-le-feu n'est décrété, même si, comme nos auditeurs le savent, l'efficacité de telles mesures, c'est très très temporaire. Mais enfin, ça permet quand même généralement de casser un petit peu la dynamique de hausse et de faire redescendre un petit peu pendant ne serait-ce que quelques jours le nombre de bombardements et donc le nombre de victimes et de destructions. Là, c'est la folie, ce mois-ci. C'est simple, les 2 dernières semaines, on n'a plus une seule journée sans une habitation, au moins une habitation touchée. Généralement, c'est même plusieurs. D'ailleurs, si on compare les chiffres de mai et juin 2019, alors que le mois n'est pas encore fini, l'aggravation de la situation est très très nette. Je vais vous montrer un petit graphique du nombre de munitions tirées par l'armée ukrainienne tout au long du mois de juin. C'est édifiant. Vous allez pouvoir voir en plus la proportion d'armes de gros calibre. Donc il y a des jours où ça atteint la moitié, donc c'est énorme. Là, vous allez voir les derniers jours, ça monte bien. Donc pour l'instant, on voit aucune tendance à la désescalade, donc ça c'est très très mauvais. Si on regarde de manière générale, qu'on prend le mois de mai et le mois de juin, donc le mois de juin qui n'est pas encore fini, puisque je rappelle qu'il y a encore demain, mais c'est déjà édifiant. Puisque de mai à juin, on est passé de 347 violations du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne, on est passé à 503 au mois de juin, donc c'est quand même important. Au mois de mai, on avait eu 4619 munitions tirées, au mois de juin, on est passé à 7767. Augmentation absolument phénoménale. Le plus énorme, c'est l'évolution du nombre de munitions de gros calibre, puisqu'on est passé de 1213 en mois de mai, on est passé à 2820 au mois de juin, donc on a plus que doublé le nombre de munitions de gros calibre qui sont tirées contre les RPD. On est passé de 54 habitations endommagées au mois de mai à 122 au mois de juin, et on est passé de 5 civils blessés à 17. Voilà. Donc là, cette semaine, on a battu des records en termes de civils blessés, de destruction. Enfin, là, on voit vraiment une tendance à la hausse continue. Je veux dire, même s'il y a eu, donc pas cette semaine-ci, mais la semaine d'avant, une légère baisse, en fait, c'est reparti tout de suite à la hausse derrière. Vu de l'escalade de la situation et de l'incapacité de Kiev à décréter une nouvelle trêve, moi, ce que je crains, c'est que l'été sera assez sanglant, assez destructeur. Nos auditeurs seront pas surpris si je vous dirais que ni Paris ni Berlin ne semblent décidés à se bouger. On attend toujours leur réaction. Je pense que
Ça montre bien que c'est pas la Russie, mais bien l'Allemagne et la France qui sont les championnes de l'interprétation sélective de l'esprit et du texte des accords de Minsk. Parce que ça, excusez-moi, la situation actuelle, c'est autrement plus grave que la distribution de passeports par la Russie aux habitants du Donbass. Je vous dis ça comme ça. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Si on regarde justement les accords de Minsk, il y a quand même des petites avancées. À Stanitsa Luganskaya, on va en reparler, puisque le 26 juin donc, a commencé le processus de désengagement des forces et des équipements militaires près du point de passage, qui est situé à Stanitsa Luganskaya, qui est, je rappelle, le seul situé entre la RPL et la partie de l'oblast de Lugansk occupée par l'armée ukrainienne. Si ce retrait des soldats et des armes suscite beaucoup d'espoir, la RPD et la RPL se sont montrées en tout cas très prudentes, craignant un nouveau sabotage de la part de Kiev. Bon, je rappelle quand même que ça fait 3 ans que ce désengagement des forces et des équipements est censé avoir eu lieu, qu'il y a eu quand même plus de 80 tentatives sabotées par Kiev. La dernière, c'était à peine il y a un peu plus de 2 semaines. On en avait parlé. Donc, c'est vrai que devant tous ces échecs successifs, tout le monde était un petit peu en mode on va voir avant de crier victoire, ce qui est un petit peu logique. Bon, en tout cas, cette fois, le 26 juin à midi, les deux parties, donc Ukraine et RPL, ont tiré des fusées de signalisation blanche pour indiquer qu'ils étaient prêts à s'engager dans le processus. Puis à midi 15, des fusées vertes pour indiquer que le désengagement avait commencé. Ça dure à peu près normalement 3 jours. Là, j'ai pas encore eu confirmation que c'est vraiment terminé, mais enfin, il semble que ça a été quand même bien avancé, puisque le déminage a été lancé des deux côtés, ça a été enregistré par l'OSCE. J'attends confirmation du retrait complet des troupes ukrainiennes. En tout cas, côté RPL, ça a été acté. Les troupes se sont totalement retirées. Je rappelle que les deux parties doivent retirer leurs forces pour former donc des zones démilitarisées de 2 km de profondeur et 2 km de largeur, qu'il est interdit d'avancer vers cette zone sécurisée, et que dedans on doit trouver ni soldats, ni armes, ni équipements militaires, ni mines, ni bombardements, ni brouillage ou autre activité visant à empêcher l'OSCE de travailler, ou ses drones. Devant donc ce début d'avancée dans l'application des accords de Minsk, tant la RPD que la RPL ont exprimé des espoirs modérés, comme je le disais. Vladislav Deneygo, qui est ministre des Affaires étrangères de la RPL, a dit espérer que le processus soit mené à son terme tout en attendant de voir si ça va se réaliser pour de vrai. Il a dit le processus a été lancé, il y a de l'espoir qu'il aboutisse. J'espère que le désengagement permettra de stabiliser la situation. L'absence de contact visuel entre les deux parties a pour but de désamorcer la situation. Ce sont mes espoirs, mais voyons s'ils se réalisent. Donc vraiment très prudent. Faut dire que comme je le disais, après plus de 80 tentatives qui ont lamentablement échoué, il y a de quoi rester prudent. Il a aussi d'ailleurs souligné l'importance du rôle de l'OSCE, puisque vu qu'il n'y a pas de confiance entre les deux parties, c'est l'OSCE qui est chargé de s'assurer que le processus est mené de manière parallèle des deux côtés. Si ce désengagement a lieu, ça pourrait indiquer qu'on arrive enfin un petit peu à avancer sur le dossier des accords de Minsk. En tout cas, de côté de l'RPD, Natalia Nikonorova a elle aussi exprimé un espoir mesuré. Elle a dit que pour évaluer ce désengagement, il faut tout d'abord attendre sa mise en œuvre concrète. Donc, elle est comme tout le monde, elle est en mode on attend que ça soit terminé, puis après on criera victoire. Comme elle l'a rappelé, il faut plusieurs jours pour mener ce processus, donc il faut attendre un petit peu. Elle espère que cette fois la partie ukrainienne s'acquittera pleinement de ses obligations dans le cadre du désengagement et qu'elle ne répétera pas l'expérience déplorable des autorités précédentes, c'est-à-dire du gouvernement Poroshenko. Il y avait des grosses craintes de déception, puisque d'après des informations qui avaient été publiées par la RPL, dès le lendemain du début du désengagement, il semblait que Kiev voulait saboter une fois de plus le processus sous des prétextes plus ou moins bidons. Monsieur Deneygo, Vladislav Deneygo, avait dit que l'Ukraine ne faisait que simuler son intention de se désengager de Stanitsa Luganskaya. Il avait rappelé donc l'échec d'il y a un peu plus de 2 semaines, où ils avaient argué qu'il y avait eu une violation du cessez-le-feu pour ne pas lancer le désengagement, sauf que c'était eux qui avaient tiré, donc ça c'était quand même pas mal. Cette fois, l'Ukraine, semble-t-il, prévoyait une provocation
en refusant de mener le désengagement à terme sous prétexte qu'une infrastructure civile se trouve dans la zone de désengagement et que l'Ukraine voulait exiger que l'infrastructure soit démantelée, bien que ce ne soit pas prévu du tout dans la décision cadre qui prévoit le désengagement. Donc là, il y avait un gros risque. Je pense que le fait que ça a été publié, ça les a empêchés, hein, comme d'habitude, de lancer leur petite provocation. Puisque finalement, l'Ukraine n'a pas utilisé ce prétexte. On va voir, hein, comme je le dis, là, le dernier rapport de l'OSCE, donc vient des informations qui datent du 27, on n'a pas encore les informations qui datent du 28. Moi, j'attends le rapport de l'OSCE disant que le désengagement est plein et total et que les troupes ukrainiennes se sont retirées totalement. Et il faut voir s'ils vont pas se réavancer, hein, parce que, bon, moi, ce qui me fait peur, c'est que ils se retirent et qu'ils nous fassent comme avec la mesure générale, hein, de zone démilitarisée des accords de Minsk où ils sont reculés puis ils sont revenus un an après, quoi. L'autre grande victoire, donc, c'est qu'il semble que Kiev soit enfin décidé à réparer le pont Stanitsa-Luganskaya. Ça aussi, on en avait parlé lors d'un site précédent. Hein, je rappelle, ça fait des années que la RPL demande à ce que ce pont soit réparé. L'information avait été divulguée tout d'abord par le chef de la RPL, Leonid Pasechnik, sur son profil Twitter. Hein, je vous mettrai les petites images, c'est en russe, donc je vais vous donner la traduction. Donc il a annoncé en 2 tweets. Le premier, il a dit: une autre victoire de la RPL, le pont à proximité de Stanitsa Luganskaya sera bientôt réparé. Nous avons réussi à faire en sorte que l'Ukraine accepte de restaurer ce qu'elle a détruit. Et dans le deuxième tweet, il a annoncé, hein, que les réparations seront la petite compensation de l'Ukraine pour les souffrances des personnes qui ont dû traverser la ligne de contact à travers une rampe en bois sur les parties effondrées du pont, hein, puisque je rappelle que ce point de passage, seuls les piétons peuvent l'emprunter. Le pont est complètement effondré, il y a une rampe en bois qui a été installée de manière temporaire, enfin, en réalité ça fait 5 ans que c'est comme ça, et en fait c'est horrible, quoi, à passer pour les personnes âgées, les personnes handicapées, c'est ingérable. Le projet de reconstruction du pont, ou de réparation en tout cas, a été complètement saboté par Kiev, qui voulait pas accepter le plan de la Croix-Rouge, qui prévoyait un pont de 3 mètres de large pour que les ambulances puissent passer dessus. Donc c'est clair que depuis le temps que ça traînait cette histoire, la RPL a de quoi être satisfaite, que déjà ça avance un petit peu. Parce que c'est pas encore fait, hein. Ça aussi, je crierai victoire quand le pont sera réparé. Mais en tout cas, il y a déjà au moins un petit point positif, c'est que Kiev a accepté. Donc déjà, et ils ont accepté d'appliquer le plan de la Croix-Rouge. Donc ce plan de pont de 3 mètres de large pour que les ambulances puissent passer dessus. Donc ça déjà c'est super, franchement déjà on avance un petit peu, il n'y a pas encore de quoi crier victoire, mais enfin c'est déjà super. Donc normalement ça sera une ossature métallique qui va s'installer sur la partie effondrée du pont, donc comme on le disait avec une largeur de 3 mètres, hein, capacité de charge de 5 tonnes, donc une ambulance pourra passer mais un char il passera pas, donc l'Ukraine ne pourra pas s'en servir pour tenter une contre-attaque ou quelque chose comme ça. Donc là le but ça va être de faciliter le passage des piétons, entre autres des personnes âgées et des personnes invalides, rendre le pont accessible aux ambulances parce que c'est très important. Je rappelle qu'il y a des gens qui sont morts, hein, sur ce point de passage parce que tout simplement les conditions de passage sont tellement horribles que plusieurs personnes âgées ont fait des arrêts cardiaques ou des choses comme ça, et impossible d'amener une ambulance jusque là, donc je vous laisse imaginer vraiment les conditions. Pour les civils, c'était vraiment atroce. Donc la RPL a rappelé, donc Vladislav Denego, ministre des Affaires étrangères, a rappelé que quand même ça fait 4 ans, hein, que la RPL demande à Kiev de réparer, que ça fait 2 ans que la Croix-Rouge demande à Kiev d'appliquer son projet, mais que l'Ukraine rejetait ça sous différents prétextes. Hein. Ils avaient essayé de diminuer la largeur du pont à une taille telle que les ambulances n'auraient pas pu passer. Donc là, la RPL est satisfaite, hein, que l'Ukraine a été obligée de faire un compromis pour réparer ce pont. D'après Leonid Kouchma, donc, qui est l'ancien président de l'Ukraine, la Croix-Rouge a alloué 60 millions d'euros pour les réparations. Moi, ce qui me fait peur, c'est que l'argent qui est fourni à l'Ukraine a tendance à disparaître de manière... je vais pas dire mystérieuse, parce que tout le monde sait très bien dans quelle poche ça finit. Vu le niveau de corruption endémique, moi ce qui me fait très peur, c'est que l'argent finisse dans des poches où il a rien à faire, et que le pont soit jamais construit.
Voilà, ça c'est ma grosse crainte. Donc puisqu'on parlait du MH17, hein, donc avec ce groupe de journalistes que j'ai suivi pendant 10 jours, ce dossier est revenu sur la table le 19 juin, puisque le JIT, hein, l'équipe d'enquête internationale, a révélé les noms de 4 personnes suspectées d'être responsables de la catastrophe. Enfin, entre la méthodologie et les preuves et donc les conclusions qui en sont tirées, il y a beaucoup de gens qui se posent pas mal de questions. Lors de cette conférence de presse, le JIT a officiellement mis en accusation 4 personnes: Igor Girkin, hein, plus connu sous le nom de Strelkov, Sergei Dubinsky, Oleg Poulatov et Leonid Kharchenko, avec mandat d'arrêt internationaux, etc. Ils ont décrété que le procès commencera le 9 mars 2020 dans un complexe hautement protégé à Schiphol, donc aux Pays-Bas, et les audiences auront lieu même si les suspects sont pas présents. Ça promet d'être intéressant. Bon, le gros problème du JIT, c'est que ces mises en accusation reposent sur du vent. Girkin est accusé parce qu'il était ministre de la Défense de la RPD au moment du crash et qu'il était en contact direct avec la Russie. Ouais, d'accord. Enfin, si on commence comme ça, on peut accuser la moitié de la RPD. Hein. Dubinsky est accusé parce qu'il était l'adjoint de Girkin et le chef du renseignement. Que Poulatov, lui, en était le chef adjoint. Et que Kharchenko, il est accusé parce qu'il était un des subordonnés de Dubinsky. Bon, si vous partez comme ça, vous pouvez effectivement mettre en accusation la moitié de l'administration de la République, mais enfin, je suis pas sûr que ça va vraiment aider, parce que bon, pour justifier tout ça et illustrer leur enquête, le JT nous a juste montré de vieilles données issues des réseaux sociaux. Je trouve ça un peu léger quand même pour accuser les gens d'avoir assassiné presque 300 personnes. Le JT peut allonger la liste des suspects comme il l'a promis à l'infini. Va falloir un petit peu plus solide que des posts sur contact et des photos ou des vidéos trafiquées pour étayer tout ça. Parce que là, si on a un juge qui me valide des preuves, je dis mais des gros guillemets comme autour de ça, preuves avec des très gros guillemets comme celle-là, ça voudrait dire que non seulement l'enquête est complètement biaisée et politisée, mais le procès aussi. Parce que à l'heure où Photoshop est roi, j'ai quand même pas besoin d'expliquer qu'il faut autre chose que des photos ou des vidéos dont l'authenticité est carrément douteuse pour accuser des gens d'un tel crime. Hein. Surtout que les éléments fournis par la Russie, comme les preuves que le morceau de missile Buk qui avait été montré par le JIT en mai 2018 appartenait en réalité à une unité de défense antiaérienne ukrainienne, ça a été complètement ignoré. Or pour moi quand même les archives du constructeur de missiles c'est quand même autrement plus fiable que des photos et des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Voilà, enfin d'un point de vue légal normalement ça a plus de poids. Hein, quand t'as un juge normalement constitué. Mais pour le procureur néerlandais Fred Westerbeke, ces éléments ne sont pas convaincants. Là, moi, vu les arguments qui m'avancent, j'ai dû me pincer pour réaliser que j'étais bien réveillé parce que c'était un tel monceau de conneries que c'était assez hallucinant. Parce que des journalistes lui ont demandé quand même s'il avait lu les informations fournies par la Russie indiquant que le Buk montré l'an passé est en service dans une unité ukrainienne. Voilà ce qu'il a répondu, accrochez-vous bien. Nous avons vu ces documents, mais nous croyons qu'ils ne sont pas convaincants sur ce point. Nous avons mené une enquête et nous ne pouvons pas tirer une telle conclusion de ces documents. Alors déjà, je vois pas ce que ces croyances viennent faire au milieu d'une enquête criminelle. Voilà, soit les documents sont authentiques et le Buk était bien en service dans une unité ukrainienne, soit ils le sont pas et le missile est pas ukrainien. Point. Je veux dire, c'est binaire, hein, c'est noir ou blanc, 0 ou 1. Hein, je veux dire, voilà. En plus, ils détaillent pas en quoi leur enquête ne leur permet pas de tirer une telle conclusion. Des documents fournis par la Russie, c'est une réponse vaseuse à souhait. Hein, c'est de la langue de bois à 300%. Pareil pour les données radar, hein, qui pour M. Westerbeke semblent être moins importantes que les vidéos postées par on ne sait qui sur les réseaux sociaux, les témoignages de qui, là c'est la question parce qu'on ne sait pas non plus, et les conversations téléphoniques fournies par le SBU, qui est quand même connu pour ses magistrales falsifications et l'usage immodéré de la torture. Hein, en termes de falsification, je rappellerai le petit coup du faux meurtre de Babchenko, hein. Depuis la fausse mort de Babchenko, la crédibilité du SBU est au niveau du zéro absolu. Donc, mais bon, voilà. Donc, quand je vois des bandes audio sorties par ces services de sécurité ukrainiens comme preuve, je suis un peu halluciné. Voilà, parce que ce que dit Westerbeke, les données radar ne représentent qu'une petite partie de la preuve, à l'exception des conversations téléphoniques et des témoignages. Nous avons beaucoup de gens qui nous fournissent des enregistrements vidéo. Les données radar ne représentent qu'un faible pourcentage des données dont nous avons besoin dans ce cas. Ah, alors, pour n'importe qui ayant un cerveau en état de fonctionnement et un peu de bon sens, et sachant qu'à quel point c'est facile de trafiquer tant des photos, des vidéos que des bandes audio,
cette déclaration, c'est juste effarant quand même, hein, parce qu'au contraire, c'est justement les données radar, les documents des archives et les preuves tangibles qui devraient être considérées comme plus importantes que des vidéos, des photos manifestement trafiquées et postées le plus souvent par des gens non identifiés, qui viennent pas me dire, on a beaucoup de gens qui nous fournissent des photos et des vidéos. Non, 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 c'est pas vrai. Il y a beaucoup de trucs, c'est des machins anonymes qui ont été postés, effacés, que Bellingcat a récupéré, a republié lui-même. Donc en fait, le gros de l'enquête du JT, c'est Bellingcat. C'est-à-dire des pseudo-experts de canapé menés par un mec qui avant vendait des sous-vêtements. Voilà, enfin je veux dire, voilà où on est le niveau d'expertise quand même. Hein. Je voudrais quand même le rappeler. Voilà. Et alors le must du must, ça a été quand même quand Westerbeke s'est plaint de ne pas recevoir de la Russie ce qu'il veut entendre. Parce qu'il a dit, nous avons reçu des informations de la Fédération de Russie, mais pas grand-chose d'utile. La Russie doit nous dire ce qui s'est passé. L'information la plus importante que nous attendons de la Russie est la suivante, dire ce qui s'est passé quelques jours et après le 17 juillet, qu'ils nous parlent du book qu'ils ont donné aux séparatistes. Donc, selon lui, la Russie n'a répondu à cette demande que par le silence, ce qui est logique, hein. Si je vous accuse d'avoir fait quelque chose que vous n'avez pas fait, et que j'exige de vous que vous m'expliquiez ce que vous n'avez pas fait, bah au mieux, vous allez pas me répondre, au pire, vous allez me dire que je suis complètement cinglé et que je délire, hein. Je veux dire que c'est n'importe quoi. Là, moi, ça me fait vraiment penser plus à l'Inquisition qu'à une méthode d'enquête criminelle moderne, hein. C'est en mode, nous savons que vous êtes une sorcière, dites ce que vous faites avec le diable. T'as beau dire, mais j'ai rien fait. Non, mais je veux une réponse, quoi, tu vois, enfin, c'est n'importe quoi. Comment la Russie peut-elle répondre à de telles questions si elle n'a fourni aucun système book aux milices populaires? Comment peut-elle expliquer ce qui s'est passé si elle n'est pas impliquée dans ce qui s'est passé? C'est le serpent qui se mord la queue, on marche complètement sur la tête. Monsieur Westerbeke a déjà ses conclusions et il veut que la Russie lui dise ce qu'il veut entendre. Tout le reste n'est pas convaincant, la messe est dite. Suite à ces nouvelles accusations, la RPD a répondu en rappelant ce qu'elle a toujours dit depuis 5 ans, à savoir que la milice populaire ne disposait pas de système book opérationnel en 2014, ni de spécialistes capables de manier ce type d'équipement. Hein. C'est pas une Kalachnikov, je le rappelle. Igor Girkin, donc Strelkov, a lui aussi déclaré que la milice populaire de la RPD n'avait rien à voir avec le crash du MH17 et qu'il n'avait pas été contacté par les enquêteurs du JT. Andrei Pourguine, ancien président du Conseil populaire de l'RPD, n'a pas été tendre avec l'enquête menée par le JT, surtout lorsqu'il a commenté cette conférence de presse. Pour lui, l'enquête est totalement politisée et basée sur du vent. Laissez-moi vous dessiner quelque chose aussi, hein, donc c'est une charmante petite allusion aux photos très certainement trafiquées, hein, qui servent de preuve au JT, et vous allez me croire, c'est une position politisée et russophobe de la partie européenne qui se fait de manière ouverte. Il a aussi tenu à rappeler que seule l'armée ukrainienne disposait de systèmes book au moment du crash du MH17 et qu'elle utilisait aussi intensivement son aviation contre le Donbass. Et il a rappelé que 2 ou 3 jours avant que le MH17 ne s'écrase, Alexandre Borodaï, donc qui était à l'époque le chef de la RPD, avait donné des interviews à 6 km de cet endroit où on pouvait voir des Sukhoi ukrainiens qui volaient en arrière-plan. Il a rappelé que l'Ukraine a utilisé les hélicoptères et ses avions militaires de manière très active et naturellement il y avait des moyens de défense anti-aériens. Il a rappelé aussi qu'à cette époque l'Ukraine avait mis en garde la Russie, en lui disant que si elle volait ne serait-ce que 5 mètres au-delà de la frontière, l'Ukraine utiliserait ses systèmes de défense anti-aériens, et entre autres des systèmes Buk. Donc l'Ukraine disait ouvertement qu'elle avait des équipements de défense anti-aériens et elle s'en cachait pas. D'ailleurs, la veille du crash du MH17, il y a une émission sur la télé militaire ukrainienne où on voit des systèmes Buk dans la zone de ce qu'ils appelaient à l'époque l'opération antiterroriste. Donc, eux-mêmes publiaient des vidéos de leur système Buk dans le Donbass. Donc, je veux dire, l'Ukraine avait des Buk qui étaient en état de fonctionnement dans cette zone-là. Donc, je veux dire, ils avaient donc parfaitement les moyens de le faire. Côté russe, les commentaires sur les résultats de l'enquête du JT et les annonces faites lors de la conférence de presse sont à l'avenant. Pour Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, c'est une enquête totalement non professionnelle. Pour lui, le JT s'est complètement discrédité. Il a dit non seulement la déclaration faite aujourd'hui par la soi-disant équipe d'enquête reprend-elle le rapport de Bellingcat, mais l'enquête repose également sur des publications douteuses dans les réseaux sociaux. Pas un seul élément de preuve ou fait, pas un seul, pas même le plus évident, à savoir le déchiffrement des boîtes noires. Le summum du professionnalisme, a-t-il conclu de manière ironique.
Il a ajouté d'ailleurs que publier de tels résultats était honteux et indigne, et là-dessus je le rejoins totalement. Pour lui, tôt ou tard, toute cette enquête, entre guillemets, avec ses conclusions, s'écroulera comme le fameux rapport du procureur spécial Robert Mueller aux États-Unis, donc celui qui enquêtait sur la soi-disant ingérence russe dans les élections américaines et qui en est venu à la conclusion qu'il n'y avait pas plus d'ingérence russe dans les élections américaines qui avaient porté Trump au pouvoir, qu'il n'y avait de beurre en branche. Voilà. Konstantin Kosachev, président du comité des affaires internationales du Conseil de la Fédération de Russie, n'a pas non plus mâché ses mots concernant cette enquête menée avec l'un des suspects potentiels, à savoir l'Ukraine. Il a dit, malgré son titre ronflant et sérieux, le groupe a travaillé avec diligence toutes ces années sur une seule version, la culpabilité de la Russie et de la milice populaire. S'appuyant sur les données controversées de la ressource odieuse et pseudo-indépendante Bellingcat, créée 2 jours seulement avant le crash. Le plan a déjà été établi, l'accusé est nommé au cours du processus, puis il y a une structure prétendument publique démontrant un travail soi-disant scrupuleux avec les réseaux sociaux et des témoins, après quoi le statut des conclusions est officialisé, viennent ensuite les conséquences pour lesquelles en fait tout a commencé, sanctions, accusations, campagnes médiatiques, tribunaux, voire des attaques à la roquette, comme ce fut le cas après les dernières contrefaçons des casques blancs en Syrie. Donc on voit vraiment le même schéma à l'œuvre en Syrie et dans le Donbass. Comme l'a dit Kosachev, c'était encore plus facile avec le malheureux avion malaisien. C'était le dernier argument en faveur de l'introduction de sanctions anti-russes par l'Union européenne. Et c'est à ce moment-là que la chancelière allemande Merkel s'est exprimée en faveur de cette décision. Et oui, si vous cherchez le cui bono, à qui profite le crime, clairement à ceux qui voulaient introduire des sanctions contre la Russie. C'était pas du tout dans l'intérêt ni de la Russie ni de la milice populaire d'abattre cet avion. Absolument pas. L'avantage c'était pour ceux qui voulaient décréter ces sanctions. Kosachev a poursuivi en disant « Par conséquent, les respectables enquêteurs internationaux n'avaient tout simplement pas le choix. Toute autre conclusion signifierait que presque toutes les politiques de l'UE depuis juillet 2014 étaient le résultat d'une erreur ou d'une tromperie délibérée du public qui a coûté aux entreprises européennes une centaine de milliards d'euros au moins. Je ne pense pas qu'il soit censé à présent de s'engager dans des querelles et des discussions sur des arguments discutables du groupe d'enquête ou de réfuter quelque chose qui a été fait sans nous, sans coopération adéquate avec la participation des suspects, à savoir l'Ukraine, et l'intérêt extrême que l'enquête elle-même et les dirigeants de ces pays et l'UE en général ont pour nous, c'est ce qu'il écrit sur sa page Facebook. Le ministre des Affaires étrangères russe n'est pas en reste, puisque la déclaration publiée sur le site du ministère n'a pas été tendre ni avec les méthodes ni avec les conclusions du JIT. Et surtout, la Russie a pointé du doigt le fait que l'Ukraine, en tant que membre de l'équipe d'enquête, avait la possibilité de falsifier les preuves. Je vais vous en citer un petit passage, je vais pas tout vous mettre, parce que la déclaration est assez longue. Je vous encourage à aller voir l'article complet où j'ai traduit l'intégralité de la déclaration. Donc le MAE russe a dit, comme lors de ses précédentes conférences de presse, le JIT n'a pas produit la moindre preuve concrète à l'appui de ses déclarations sans fondement. Le JIT continue de présenter des arguments peu clairs, dont certains sont fondés sur des sources d'informations douteuses. Entre-temps, les données soumises à l'enquête par la Russie continuent d'être volontairement ignorées. En outre, les représentants du JIT accusent la Russie de ne pas coopérer pleinement. Nous nions catégoriquement de telles accusations. Dès le premier jour de la tragédie, la Russie s'est montrée extrêmement désireuse de découvrir la vérité et disposée à aider l'enquête à tous égards. La Russie a coopéré activement avec les Pays-Bas, a présenté toutes les informations dont elle disposait sur l'accident du MH17. Au cours de ce processus, les organismes russes compétents ont effectué un travail sans précédent, de la déclassification d'informations sur les équipements militaires russes à la réalisation d'une expérience méticuleuse en collaboration avec Almaz-Antey, en passant par la fourniture de données radars primaires et de documents montrant que le missile qui a abattu le Boeing malaisien appartenait à l'Ukraine, ainsi qu'une analyse minutieuse par un expert qui a démontré que les clips vidéo soutenant les conclusions du JIT étaient des faux. Ce que je dis déjà depuis des années. En outre, la Russie a suggéré de travailler ensemble dès le début. Au lieu de cela, les enquêteurs internationaux ont exclu la Russie de la pleine participation au JIT, réduisant les efforts russes à un rôle secondaire. Entre-temps, ils ont fait de l'Ukraine un participant à part entière du JIT, lui donnant l'occasion de falsifier des preuves et de se soustraire complètement à sa responsabilité pour ne pas avoir fermé son espace aérien. Dans ces circonstances, nous continuons à nous poser des questions légitimes sur la qualité du travail du JIT. Tout cela confirme nos préoccupations antérieures au sujet de la partialité et de l'unilatéralité du processus en cours. Voilà. Bon, cette déclaration rappelle un petit principe simple que je vous dis déjà depuis un bon petit moment. C'est que le suspect potentiel d'un crime ne peut pas et ne doit pas faire partie de l'équipe qui enquête sur ce crime. C'est un truc logique quand même. Un policier suspecté de meurtre ne sera pas autorisé à enquêter sur ce meurtre. C'est normal,
C'est un principe de bon sens appliqué dans tous les pays dotés d'une justice digne de ce nom. Hein, voilà. Or, les Pays-Bas ont trop vite évacué toute responsabilité potentielle de Kiev alors qu'elle disposait des armes capables d'abattre l'avion, aussi bien des Buk que des avions de chasse, qu'elle a déjà abattu un avion civil en 2001 suite à une erreur lors d'un exercice de défense antiaérienne près de la Crimée, qu'en plus l'Ukraine n'avait pas fermé son ciel au-dessus du Donbass alors qu'elle savait que la zone était dangereuse pour les avions, puisque les milices populaires ont abattu plusieurs avions et hélicoptères ukrainiens militaires à basse altitude, avant le crash du MH17, qu'en plus Kiev passait son temps à dire aux pays occidentaux lors de réunions privées que les milices populaires disposaient de systèmes Buk tout en disant le contraire en public dans ses médias. Le problème pour Kiev, c'est que chaque pays est responsable de son espace aérien et doit en assurer la sécurité. Si une zone de son territoire est dangereuse pour les avions, le pays doit interdire tout vol au-dessus de cette zone. Ce que n'a pas fait l'Ukraine. Donc rien que pour ça, l'Ukraine de toute façon est responsable. Mais cette culpabilité-là ne semble pas sauter aux yeux de Monsieur Westerbeke, qui ne veut pas poursuivre l'Ukraine pour cette faute, qui est une faute très grave. Parce qu'en fait, si l'Ukraine avait fermé son espace aérien, ça ne serait jamais arrivé. Voilà, c'est ce qu'on appelle, on va dire, un enchaînement d'événements en tranches de gruyère, hein, voilà, donc vous avez différents trous, et puis quand ils s'alignent, vous vous retrouvez avec une catastrophe au bout. La première tranche de gruyère, c'est l'Ukraine qui n'a pas fermé son espace aérien au-dessus du Donbass. Voilà, et pourquoi elle l'a pas fait? Parce que tout simplement, ça fait que tu dois t'asseoir sur un certain nombre de taxes de passage pour les avions étrangers qui volent au-dessus de ton territoire. Voilà, tout simplement. Donc c'est une histoire de sous, comme d'habitude. Bon, pour moi, clairement, le JIT s'est complètement discrédité avec cette conférence de presse. Après avoir accusé l'an passé la 53e brigade de Koursk sans l'ombre d'une preuve, voilà, maintenant ils accusent d'anciens officiels de la RPD sur base de bandes audio faciles à falsifier et fournies par une source peu fiable, hein, comme je l'ai dit, hein, le SBU depuis le faux meurtre de Babchenko en termes de crédibilité, c'est le zéro absolu. Bon, moi je dis, il manque plus qu'une photo retouchée de Poutine chevauchant un bouc pour accuser le président russe en personne. Puis rigolez pas, parce que je suis sûr que la cour néerlandaise accepterait une telle preuve, je mets ça avec des gros guillemets, en la considérant plus fiable que les données radar ou les documents du fabricant des missiles, puisque ça irait dans le sens de leur conclusion préétablie. Voilà, pour moi, le JIT a enterré complètement le mot justice, et l'Occident se couvre de honte en validant les conclusions de cette pseudo-enquête digne de la Grande Inquisition. On a eu un grand expert russe, Chesnakov, qui a dit que c'était du grand n'importe quoi, que les bandes audio, c'est vraiment de la falsification complète, puisque comme il disait, Borodai et Surkov ne communiquaient pas par téléphone au plus gros des combats en 2014 pour des raisons de sécurité, hein, qui semble évident. Hein, je veux dire, vu le contexte de guerre, tu racontes pas ta vie au téléphone. Pareil, il semble qu'il y ait des prétentions de détenir des bandes où Girkin, donc Strelkov lui-même, parlerait avec Surkov. Bon, Chesnakov a dit c'est du grand n'importe quoi. Strelkov n'a jamais été en contact avec Surkov. Surkov parlait directement avec les chefs des deux républiques et pas du tout avec les ministres de la Défense. En plus, il parlait pas de questions militaires parce que c'est pas son domaine. Voilà, hein, Surkov, c'est niveau politique, pas du tout un niveau militaire. Donc ça c'est du grand n'importe quoi. En plus on a vu un des membres de Bellingcat s'abaisser à utiliser les mêmes méthodes que le site Mirodvorez, donc ce cher Arik Toller, je vous renvoie à mon article sur Donbass Insider à ce sujet, où en gros il a publié les adresses de deux des suspects en appelant à les attraper, sauf que comme la Russie n'extrade pas ses ressortissants, on peut prendre ça soit comme un appel au kidnapping, soit comme un appel au meurtre. Voilà, donc c'est quand même très intéressant comme concept. La vision de la justice de ces gens-là, c'est quand même assez édifiant. Donc, comme je vous le disais, là pendant 10 jours, j'ai suivi donc un groupe de journalistes qui est en train de préparer un documentaire sur le MH17, qui, je pense, va révéler des choses très intéressantes, qui vont montrer que le narratif officiel, c'est du grand n'importe quoi, que c'est basé sur de la falsification. Voilà, je n'en révélerai pas plus tant que le documentaire n'est pas sorti, mais voilà, je peux déjà vous dire qu'on a déjà la preuve que certaines des photos sont manifestement des faux, grâce au témoignage de plusieurs personnes. Je vais clairement travailler sur le dossier du MH17 pendant cet été.
Donc je vais publier beaucoup moins de vidéos, beaucoup moins de reportages de terrain, ça va être beaucoup plus des petits articles, des traductions, j'en suis désolée, mais il me faut que je me dégage du temps pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir faire un vrai rapport de contre-enquête. Parce que là, 5 ans après, quand je vois la farce que c'est, la mascarade que c'est plus possible de laisser la situation comme ça, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, je vais vraiment travailler là-dessus pour faire vraiment un rapport complet de contre-enquête, montrer les failles de l'enquête officielle et pointer, on va dire, le niveau de fiabilité des éléments qui sont avancés par les différentes parties. Donc aussi bien le JIT DSB, mais aussi Bellingcat, la partie russe, Almazantey, le ministère de la Défense, différents médias aussi qui ont enquêté, journalistes indépendants ou médias d'État de différents pays qui ont enquêté sur la catastrophe du MH17. 5 ans après, il est vraiment temps d'arrêter cette mascarade et de permettre aux familles des victimes d'avoir droit à la vérité sur ce qui s'est passé. Ça suffit. Alors vous voyez que j'ai un très joli t-shirt Inastrani Agent, donc qui m'a été donné par l'un des journalistes qui travaillait auparavant pour RT, qui a donc reçu un petit stock de t-shirts, voilà, donc il veut dire agent étranger. Donc on m'en a filé un en cadeau. Donc voilà, je tenais à vous le montrer pour rigoler un petit coup. Voilà, donc normalement la semaine prochaine on refait le site rep au format normal. Et donc avec Tom. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour le 147e site rep.